Parole Claire, si jamais tu veux présenter le Move. Merci Félix. Donc bonjour à tous, Claire Lissajou du Move. Le Move en quelques mots, c'est donc un réseau qui a été créé il y a 10 ans par des entrepreneurs sociaux dont l'ambition était de faire grandir l'économie sociale et solidaire et de faire progresser ces entrepreneurs sociaux partout en France. Aujourd'hui, c'est un réseau qui compte plus de 1000 adhérents, vraiment partout en France. Et on propose différentes actions tout au long de l'année pour réunir les entrepreneurs sociaux, pour proposer des partages entre pairs, des retours d'expérience, de façon locale et nationale. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour devenir adhérent du Move, n'hésitez pas à me recontacter à la suite du webinaire. Et j'espère que le contenu d'aujourd'hui pourra vous aider dans cette période. Top. Et du coup, donc comme je vous le disais, Ashoka a pour objectif d'accompagner des entrepreneurs sociaux. On s'est rendu compte avec les autres acteurs de l'écosystème qu'il y avait une grande thématique qui était assez peu répondue par des expertises présentes dans les structures de l'écosystème, qui était la com de crise. Euh, Coup de bol, chez Ashoka, on a un partenaire pro bono avec lequel on travaille depuis un certain nombre d'années, qui accompagne les fellows de manière très qualitative et qui est expert en com de crise, qui s'appelle Weber Chandwick et qui s'occupera de l'animation de la totalité de l'atelier. Pour vous donner un espèce de cadre rapide sur comment ça va évoluer, donc cette conférence est enregistrée pour permettre à un maximum de personnes qui n'étaient pas présentes d'accéder à ce contenu. Première info. Le chat sera sauvegardé aussi et servira à accompagner la vidéo si jamais il y a des liens qui ont été postés ou des questions qui seraient nécessaires de communiquer aux autres. La formation va se passer de la manière suivante. On va avoir à peu près entre 30 et 45 minutes de descendant de la part de Weber Chandwick pour vraiment passer un certain nombre de connaissances théoriques et d'outils à maîtriser. Et on passera ensuite sur un système de questions-réponses. Compte tenu du nombre de personnes qu'on a dans cette formation, on va être un petit peu martial. Je suis désolé, ça va être le rôle désagréable que je vais avoir, mais toutes les questions devront passer par le chat uniquement. Et du coup, nous, Claire et moi-même, allons faire un peu la modération et donc on posera les questions qui reviennent le plus régulièrement à Weber Chandwick qui répondra en s'en servant comme exemple. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et du coup, François, Alix, je vous laisse la parole. Alors, François, je ne sais pas si tu veux lancer tout de suite les présentations. Si, vas-y, je t'en prie. Oui. Alors, bonjour, je suis Alix, je travaille chez Weber Chandwick, je suis consultante en relations médias et communication et donc je travaille avec François, je laisse se présenter. Oui, moi je m'appelle François, je travaille également chez Weber Chandwick. Notre métier, c'est une agence de communication plutôt globale. On a quand même une spécialité que sont les relations publiques. Donc c'est particulièrement comment on s'exprime auprès de la presse, mais à toutes les autres parties prenantes d'une entreprise. Donc le public interne en fait partie et on a une spécialité qui est, comme Félix l'a dit, la communication de crise. Petite introduction sur notre séance d'aujourd'hui. Il faut savoir que nous, on mène et pour nos clients et parfois pour Ashoka des formations tout au long de l'année sur la communication de crise. La différence aujourd'hui, c'est qu'on le fait dans un contexte de crise. On a bien pris en compte les questions, enfin les réponses, pardon, que vous avez formulées en préparation de cette conférence. Il nous a semblé important de distinguer la communication dans ce contexte de Covid-19 de la communication de crise. Ce sont deux choses différentes. Donc, c'est pourquoi on a un petit peu divisé en deux notre intervention. On a également tenu compte du fait que les entreprises ou les entrepreneurs sociaux sont particulièrement touchés par cette situation, au-delà évidemment du plan sanitaire, des conséquences économiques et des prises de décision gouvernementales. On pense également à vos difficultés qui, d'après ce qu'on comprend, marquent une contradiction ou comment dire, une séquence difficile puisque vous êtes très utile dans la réponse à cette crise, mais par ailleurs, vous avez des enjeux de financement qui peuvent complexifier
votre gestion de la crise et l'accompagnement que vous faites au quotidien. Donc, on a essayé de tenir compte de ça dans notre formation et je pense que les questions nous permettront de répondre plus en détail à des situations particulières. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que je sais faire ça? Oui. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Oui, on voit. Si tu peux juste mettre en plein écran. Je vais mettre en plein écran. En diaporama. Ouais. Alors, normalement, ça vient. Voilà. Super. Donc, deux objectifs, comme je disais. Le premier, c'est de distinguer contexte de crise et situation de crise. C'est très différent. Et deuxièmement, on va parler plus en détail, ça constituera peut-être la majeure partie de notre intervention, sur comment on applique les grands principes de la communication de crise. On essaiera d'être le moins théorique possible et de privilégier les aspects pratiques. Donc, les trois premières phases sont celles de la communication descendante. Comme expliquait Félix, on va vous faire un petit état des lieux de l'impact de la crise sur la communication. On évoquera brièvement les fondamentaux de la communication pour ensuite creuser le sujet de la communication de crise. Et je vais laisser Alix nous présenter la partie 1. Alors effectivement, vous êtes sans le savoir, enfin vous le savez très bien, qu'on est dans une crise sanitaire extrêmement importante. Pour certains, elle vous touche de plein fouet. L'idée qu'on avait, c'est tout d'abord de voir comment cette crise touchait aussi l'écosystème médiatique. Donc voilà, de plein fouet, les médias s'emparent et s'emballent autour du coronavirus. Ça fait véritablement la une des journaux. Pour vous citer quelques chiffres, on est à 8000 heures qui sont consacrées, 8000 heures d'antenne qui sont consacrées sur les chaînes d'info continues à cette crise sanitaire depuis le 1er décembre jusqu'à la semaine dernière. Donc c'est à peu près 75% du temps d'antenne. Donc c'est considérable en termes de traitement de l'information et d'audience. Pour les chaînes plus classiques, les anciennes chaînes hertziennes, on est à 400 heures. C'est des éditions spéciales qui sont entièrement consacrées à cette crise. Donc, les médias, eux, à travers le coronavirus, clairement ne connaissent pas cette crise et s'emballent. C'est aussi à la hauteur de cette crise sanitaire qui nous touche et qui est extrêmement urgente. Donc les médias en parlent, mais c'est pas forcément facile de trouver sa voix puisque on voit bien que l'écosystème est saturé par cette crise et donc il est difficile d'exister et de trouver d'autres sujets à aborder. D'ailleurs, quand les médias, si tu peux changer de slide, François, pardon, couvrent le sujet, ils vont véritablement se concentrer sur des sujets d'urgence et d'immédiateté, traiter de la santé, de la situation des hôpitaux, de la politique ou de l'évolution économique et l'impact économique que peut avoir la crise. Et encore une fois, les autres sujets vont être balayés et on va vraiment être dans la surréaction en fonction de l'évolution de cette crise. Donc, il est très difficile pour les marques de trouver leur place, pour les marques ou les entreprises ou les organisations. C'est une question légitime de savoir est-ce que je peux encore communiquer, comment je dois communiquer, est-ce que je vais être entendue. Cependant, donc, les marques, je peux changer de slide, pardon. Les marques s'adaptent, adaptent leur communication. Donc, certaines marques qui avaient lancé de grandes campagnes, notamment d'affichage, on pense à KFC qui avait lancé une campagne d'affichage sur le plaisir de manger avec ses doigts en cette période de crise sanitaire était plus que malvenue. Donc, l'idée et tout de suite la réaction qu'a eue la marque, c'est d'interrompre cette campagne, effectivement, qui était inappropriée au moment où on demande à la majorité, voire maintenant à l'entière population, de prendre des mesures sanitaires extrêmement strictes. D'autres marques ont aussi effectivement réagi, pas que KFC, c'est juste un exemple vraiment le plus peut-être parlant
peux vous montrer ici, mais on a aussi Hershey, donc une entreprise d'épicerie fine aux États-Unis, qui avait fait toute une campagne sur l'embrassade, la proximité, serrez-vous la main, véritablement une convivialité, et qui a décidé, elle aussi, avant la parution, cette fois contrairement à KFC, de retirer l'intégralité de sa campagne pour se retirer face aux enjeux qui sont extrêmement sérieux de cette crise sanitaire. L'idée pour ces marques, c'est bien sûr de préserver leur notoriété, leur réputation, mais aussi de faire preuve d'humilité en cette période de crise. Autre moyen de communiquer qu'ont trouvé les marques, c'est la slide suivante, celle d'avant. C'est de transmettre des consignes de sécurité, de relayer et de se positionner véritablement comme des relais des informations sanitaires et de montrer leur soutien pendant la crise, d'utiliser en quelque sorte leur audience pour faire passer le message. Bien sûr, c'est fait de façon avec présence d'esprit et responsabilité. Donc, on voit Coca-Cola qui a espacé son logo pour montrer que c'est en se séparant qu'on va rester unis, ou encore Time's Out, qui est un média qui incite... qui est un média dont l'éditorial et les sorties, les bons plans, les agendas, les soirées, etc., les expositions, vous dit aujourd'hui de rester chez vous en renommant carrément son titre Times In. Donc, l'objectif est clair, c'est on peut, oui, communiquer, mais on peut le faire avec pertinence et présence d'esprit. D'autres marques, elles, communiquent sur leur utilité. Quand elles le peuvent, évidemment, elles vont participer à l'effort de crise et donc se positionner et, comme LVMH, par exemple, fournir du gel hydroalcoolique. Decathlon a repensé ces masques pour en faire des respiratoires et sauver des vies en Italie, encore plus légèrement, mais pas vraiment léger, parce que quand on est confiné, on passe beaucoup de temps devant les écrans. Canal+ a passé ces programmes en clair. Donc là, vraiment, l'objectif de ces marques-là, c'est de se montrer utile et se rendre utile à la société. Donc oui, il est possible de communiquer en période de crise sanitaire, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, mais il faut le faire de façon utile, avec présence d'esprit et pour faire passer vraiment des messages utiles à la société. Ce qu'on voulait vous préciser, pardon Alix, si on vous montre ces cas-là, c'est pour vous dire que même les entreprises, à savoir des organisations qui ne sont pas du tout attendues aujourd'hui, communiquent. Comprendre vos organisations qui a priori sont plus utiles qu'une entreprise américaine cotée en bourse, peuvent communiquer également. Donc, on voulait désamorcer les craintes de certains qui pourraient se dire le tunnel médiatique est engorgé par des questions vitales, donc on s'abstient de communiquer. On aurait tendance, alors évidemment il y a des cas particuliers, mais on aurait tendance à vous dire que ce n'est pas le cas, qu'il y a de la place pour les messages et les actions utiles de chacun. Effectivement, et elles sont d'autant bienvenues quand elles sont utiles et directement liées à cette crise. L'utilité est directement liée à cette crise humanitaire et sanitaire. Donc oui, il est possible de communiquer dans ce contexte de crise. Et on va voir maintenant comment et vers qui on va s'adresser pour pouvoir, les 3 piliers de la communication, pour montrer qu'il est possible de communiquer même dans une période aussi compliquée que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc le premier pilier, ça va être de distinguer vos enjeux. Vous allez être traversé par différents enjeux. Il va falloir bien les identifier, parce qu'en effet, on ne communique pas, la communication c'est basé sur des objectifs, on ne communique pas sans objectifs. Chaque prise de parole doit avoir un but, et ces enjeux que vous allez identifier vont s'adresser à des cibles particulières. Donc définir vos enjeux, ça va être identifier vos cibles, et on va le voir, c'est déterminant pour le second pilier de cette communication. Pardon François, si tu peux changer de slide.
je reviendrai peut-être plus en détail après, mais ça va être d'identifier, une fois que vos enjeux vont être placés et qualifiés, vous allez vous adresser ensuite aux cibles qui vont répondre à ces enjeux-là. Donc, bon, je suis allée un petit peu vite sur la slide précédente, mais quand vous avez un enjeu business, vous allez vous adresser, voilà, merci François, quand vous avez un enjeu qu'on appelle business, c'est-à-dire vous, plutôt dans votre secteur de l'appel aux dons, chercher des financements, de la mobilisation, de l'action, vous allez vous adresser à un certain type de population. Quand vous avez des enjeux RH, la population auquel vous allez vous adresser va être totalement différente. Vous allez vous adresser plutôt à vos collaborateurs, à des partenaires, en fonction évidemment de votre objectif qui va être, si c'est du recrutement, vous allez vous adresser à des candidats, donc vous n'allez pas vous adresser de la même manière. Quand vous allez parler télétravail, mise en place de mesures sanitaires quand votre activité est maintenue, vous allez vous adresser à vos collaborateurs et là encore, ça ne va pas être le même discours que vous allez adopter en fonction de ces différents enjeux. Autre enjeu important, c'est aussi l'image et la réputation de votre entreprise. Donc là, effectivement, les cibles ne vont pas du tout être les mêmes sur cet enjeu-là. On va être sur des enjeux beaucoup plus grands, grand public, médiatiques parfois. Ça va s'adresser pour viser principalement vos clients, vos prospects, des bénéficiaires et maintenir votre réputation. Et peut-être un enjeu qui touche beaucoup de personnes en ce moment, c'est un enjeu financier et de poursuite d'activité. Quand on est confronté à malheureusement des problèmes de trésorerie, de liquidation, voire de PSE, là encore, les partenaires auxquels vous allez transmettre l'information, vouloir diffuser l'information, vont être différents. Donc c'est en distinguant vos objectifs que vous allez pouvoir identifier vos cibles et donc communiquer efficacement. On en vient du coup au deuxième pilier. Oui, j'ajoute une petite parenthèse là encore pour répondre aux questions qu'on a récoltées avant ce webinaire. On a cru comprendre que pour certains, l'enjeu, enfin, en tout cas le questionnement résidait à se demander j'ai des opérations, alors que nous on a appelé business, pardon pour le vocabulaire très entreprise, mais ce qu'on veut dire par là, c'est le cœur de votre activité. Donc, on peut tout à fait avoir une actualité propre à son activité, donc très typiquement pour vous, admettons un appel aux dons, et avoir une autre actualité, peut-être beaucoup plus sérieuse au sens qui met en péril l'activité à court ou moyen terme. On peut tout à fait mener ces deux communications de front. Nous, on accompagne tous les jours des entreprises qui se positionnent sur les 4 piliers que vous avez devant vous, et qui communiquent à longueur de journée sur ces 4 piliers. Les messages sont différents, mais du moment qu'on distingue, comme le disait Alix, les enjeux et les canaux, on est bien sûr attentif au fait que les messages ne doivent pas se contredire, mais on peut complètement mener ça de front. Donc j'espère que ce sera un bon enseignement pour vous de se dire qu'on peut tout à fait distinguer les enjeux. Oui, effectivement, c'est comme le disait François, tout l'intérêt d'avoir distingué ces enjeux, c'est pouvoir utiliser ces différents enjeux comme un seul et même mode de communication à chaque fois. Donc, on va pouvoir communiquer au niveau business si tout va bien, au niveau RH et peut-être si on voit qu'on a des difficultés sur un autre enjeu, communiquer différemment puisqu'on aura des cibles différentes. Donc ces cibles, donc différents enjeux, différentes cibles. Une fois que ces cibles sont bien identifiées, on va pouvoir adapter ces messages puisque chaque cible a une attente particulière et une attente spécifique. Donc on ne va pas parler de la même façon à tout le monde, on va adapter son discours en fonction évidemment de notre enjeu, mais aussi de efficient pour déjà atteindre sa cible et s'assurer qu'elle reçoive bien le message que vous souhaitez faire passer et donc que votre objectif soit atteint. Voilà, et le dernier pilier de la communication, ça va être de tenir compte de l'actualité. On est en plein dedans, on est dans une crise sanitaire majeure, donc il faut tenir effectivement compte de ce contexte. On l'a vu plus précédemment que les grandes marques, elles, le font, s'adaptent. Donc, il va falloir adapter votre ton en fonction de cet enjeu, contextualiser votre communication. On voit d'ailleurs que
bon, là, c'est une étude qui est, encore une fois, dédiée à des entreprises, donc on parle de consommateurs, mais on voit que 77% des consommateurs attendent qu'une marque s'exprime, qu'elle fasse à 75% qu'elle participe à l'effort de crise et qu'elle utilise un ton rassurant à 70%. Donc, on est vraiment dans une attente de la part de l'audience, des consommateurs. Et donc, d'autant plus dans cette période-là, il faut être vigilant, prudent dans l'angle qu'on va choisir, les sujets que l'on va traiter et effectivement éviter les bad buzz comme aurait pu le connaître de façon tragique KFC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou les autres marques qui ont retiré à temps leur communication. C'est évident, il faut communiquer, oui, il faut communiquer utile et ne pas évidemment surfer sur cette pandémie. On est dans un cas d'extrême urgence où on a des vies qui sont en jeu, donc il faut communiquer dans ce respect-là. Voilà à peu près sur les fondements de la communication. Je vais laisser la parole à François pour ce qui est de la communication de crise à proprement parler, puisque là, on s'est arrêté sur la communication dans un contexte de crise. Et maintenant, on va s'intéresser à une communication quand votre entreprise est elle-même menacée. Comment on communique, comment on réagit? Merci Alix. Donc effectivement, vous aurez compris que le premier enseignement, c'est bien de se dire que il faut distinguer ces deux enjeux, communiquer aujourd'hui dans ce contexte et communiquer lorsqu'on est confronté à une crise. La définition d'une crise, c'est un événement ou un incident capable de nuire à l'image, à la réputation et in fine à la pérennité d'une organisation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que le Covid-19 n'a pas mis toutes les associations en situation de crise. Il y en a certaines qui peuvent faire face à ça, même si c'est difficile pour tout le monde. Mais il nous semblait intéressant de donner cette définition et ensuite de vous donner des éclairages sur à quoi on reconnaît une crise. On précise tout de même qu'on parle ici de communication de crise et non pas de gestion de crise. La gestion de crise, c'est pas trop notre métier. Il s'agit pour vous de prendre des décisions stratégiques sur votre entreprise, votre association, votre organisation. C'est du management, c'est du pilotage financier, c'est parfois des licenciements, parfois un changement de modèle économique, etc. Donc, on voulait bien préciser que la communication arrive après ces décisions stratégiques. Et c'est ça le cœur de notre propos. Alors, on va voir 4 types de crises. On pense que c'est utile de passer sur ces éléments stratégiques. L'idée, c'est que vous repartiez avec ça pour que vous soyez autonome. Donc, je ne vais peut-être pas couvrir tous les risques et tous les éléments, mais en gros, cette gradation suit la sévérité des conséquences qu'une crise a sur une organisation. Une crise contrôlable, c'est une crise dont la résolution est rapide, d'abord. C'est que la menace, elle est factuelle, elle est lisible, elle n'entraîne aucune spéculation particulière et l'intérêt généré par cette crise est lui aussi très limité. Très concrètement, je vous donne un exemple récent pour un client. C'est un collaborateur qui insulte un de ses clients. Bon, c'est très grave parce que ça ne porte pas positivement les valeurs d'une entreprise, mais en réalité, ça n'a pas suscité d'articles dans la presse, ça a suscité que quelques tweets sur Internet, et donc on a considéré que c'était une crise complètement contrôlable. Et les 3 grades suivants montent en puissance sur les risques que fait courir cet incident sur l'organisation. La deuxième crise, modérée, implique un temps de résolution déjà supérieur, qu'on qualifie de moyen. Les possibilités que ça atteigne davantage de public sont un critère également. Ce qui peut jouer aussi, c'est que la crise en elle-même s'insère dans la ligne éditoriale des médias. Donc aujourd'hui, si quelqu'un fait une arnaque pour vendre du gel hydroalcoolique 10 fois plus cher, dans un autre contexte, ça n'aurait été qu'une petite crise. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être relayé par tous les médias. Donc, il faut tenir compte de ça. Un dernier critère sur une crise modérée, c'est que le volume de médias, d'articles et de tweets ou de commentaires sur les réseaux sociaux est déjà plus important. On a des crises majeures où là, c'est une résolution beaucoup plus lente.
Pour certains de nos clients, on jauge ce critère à la capacité de la crise à dépasser les frontières, à impliquer les autorités et à inquiéter les salariés. Dernière dernière typologie de crise. Là, on est sur des impacts considérables, une résolution très longue, une menace globale qui entraîne des décisions très lourdes sur l'entreprise. C'est des fermetures de sites, c'est par exemple la crise du Costa Concordia, de l'Erika sont évidemment des crises catastrophiques qui mettent en péril jusqu'à l'existence de l'organisation. Voilà, c'est encore très théorique. Une fois qu'on a qualifié cette crise, on prendra bien sûr des mesures adéquates qu'on verra un petit peu plus loin. Il est important de mesurer progressivement, régulièrement l'évolution de cette crise. On a 5 critères que vous pouvez un peu deviner après ce qu'on vient de se dire. C'est le volume des articles et des commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça évolue positivement, négativement? Est-ce que ça stagne? C'est l'un des premiers indicateurs. L'autre, c'est à quel point mes parties prenantes sont impliquées. Est-ce que c'est juste une crise qui concerne mes clients ou est-ce que ça concerne également ceux qui me financent? Est-ce que ça concerne mon interne? Est-ce que ça concerne mes voisins, les riverains de là où j'habite, etc. La tonalité, évidemment, des articles est un indicateur clé. Je pense que vous imaginez bien qu'au moment du Costa Concordia, on critiquait très très vivement la direction de l'entreprise dès la première heure, puisque les décisions étaient très, très négatives, et donc c'était très évident. Enfin, c'est la propagation de l'information. Donc, on a évidemment les médias qu'on surveille, mais aussi bien Twitter, Facebook et LinkedIn sont des indicateurs clés sur l'évolution de la crise. C'est-à-dire que quand on voit une courbe qui redescend sur Twitter, c'est déjà un premier élément de résolution. Et enfin, ce qui peut être une sorte de catalyseur de la crise, c'est à quel point des parties prenantes, des influenceurs s'emparent de cette crise pour la commenter, faire jouer son statut d'expert, etc. Il me semblait intéressant. Oui, ouais, 2 secondes, excuse-moi, je me permets de te poser une question au fil de l'eau. Un certain nombre de structures qu'on a, du coup, qui sont autour de la table virtuelle là ou dans notre écosystème n'ont pas nécessairement le volume que tu décris à l'intérieur de ces critères d'évaluation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir une cabale médiatique par rapport à une activité, sauf scandale majeur. Je ne sais pas, moi, le pire exemple, ce serait potentiellement de la pédophilie chez les scouts de France qui pourrait avoir ce genre d'impact. Là, on est plus sur un questionnement qui est de se dire à l'intérieur du micro-écosystème dans lequel évolue une structure. Donc, par exemple, l'écosystème des personnes, du traitement des besoins des personnes à la rue, écosystème sur la question du lien social, sur l'intégration des jeunes, ce genre de choses. Est-ce que ces critères d'évaluation sont applicables à un niveau plus micro que ceux que tu nous as donnés? Et est-ce que tu as un peu des petits tips pour ça? Exactement. Tout ce qu'on vous mentionne ici, c'est des critères assez qualitatifs d'une certaine façon qu'il faut adapter à l'échelle de l'organisation dont on parle. Effectivement, si tu parles d'une association hyper locale, elle ne générera pas 50 articles. En revanche, je prends une région de Normandie, si tu figures dans l'Ouest France, tu peux considérer que c'est un indicateur assez significatif de la gravité de ta crise. Par ailleurs, quand on parle de portée, de propagation et de parties prenantes, on peut tout à fait avoir des critères un petit peu plus locaux. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai une association qui s'adresse aux personnes sans abri. Si le maire de la commune dans laquelle j'officie, le président de la communauté de communes m'envoie des emails, on peut considérer que la crise commence à prendre de l'ampleur. Donc, oui, on peut complètement adapter ces critères-là. Est-ce que je réponds à ta question, Félix? Complètement. Je te laisse continuer. Merci. Ok. Là, on va parler des priorités pendant la crise. Et comme je le soulignais en début d'intervention, il faut distinguer la gestion de la communication de crise. Là, on est clairement dans la gestion de crise. Donc, c'est la seule slide qui est liée à ça. C'est pour être certain qu'on partage bien les mêmes ambitions. Lorsque une entreprise ou une organisation, une association est confrontée à une crise, évidemment, ça tombe sous le sens.
la priorité est de résoudre le problème. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la communication n'est pas la priorité, c'est que d'abord, il faut résoudre le problème. Ou en tout cas, mettre en place des mesures pour viser une résolution. L'autre priorité ici, puisque c'est quand même un enjeu de long terme et de pérennité des organisations généralement, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que la confiance de nos parties prenantes est probablement l'asset le plus important pour une organisation. Particulièrement dans votre secteur, si on commence à perdre la confiance de nos donateurs ou de nos parties prenantes, on a perdu la partie. Donc c'est vraiment la deuxième priorité. On regarde également, c'est à peu près équivalent en termes d'importance bien sûr, à minimiser l'impact de cette crise sur nos collaborateurs d'abord, et ensuite sur nos parties prenantes externes, ça peut être des clients, des donateurs, des partenaires. Enfin, et c'est là que la communication intervient, on est censé, dans une crise qui commence à générer des articles ou l'attention de nos parties prenantes, de limiter les réactions négatives dans les médias et les réseaux sociaux. De la même façon, on contrôle les rumeurs, les spéculations et on essaye de les réduire. Et enfin, et c'est pour ça qu'on parlait de pérennité, c'est que l'un des objectifs à un moment dans une crise, c'est de limiter les risques de litiges, de procès ou les risques financiers. Je passe aux recommandations stratégiques et je reviens donc sur la communication. La communication de crise intervient donc dans un moment où une entreprise est plutôt menacée, où elle subit une vive attention de ses parties prenantes internes comme externes, où pour certains, quand les crises sont vraiment significatives, on a le téléphone qui sonne continuellement parce que des journalistes souhaitent nous parler, parce que des clients se disent « mais attends, t'as vu ce que t'as fait? Est-ce que j'ai envie de continuer mon activité business avec toi ?» C'est un moment un peu chaotique. C'est pour ça qu'il faut, quand on communique, et c'est mon premier point, de communiquer uniquement sur des faits confirmés. C'est pas grave de ne pas avoir toutes les informations au moment où la crise tombe. C'est bien normal. D'ailleurs, on a l'habitude de dire qu'on maîtrise que vraiment 10% des informations au moment où une crise arrive. Concentrons-nous sur les faits confirmés et on peut revenir dans un second temps compléter la communication. Ça, c'est vraiment une règle d'or liée au point numéro 2 qui est d'éviter toute spéculation. Le pire ennemi dans une crise, c'est lorsque une rumeur ou une contre-vérité circule dans les premiers articles, par exemple, pour prendre ce support-là, quand ça circule dès les premiers articles. Il sera très difficile après de corriger cette rumeur. Autre règle qui est très importante sur le plan de la posture. Il faut prendre en main la situation. Je ne dis pas qu'il faut prendre la responsabilité, puisque ça, c'est un terme qui vous engage juridiquement, mais il est hors de question de jouer la victime. Si on doit parler pendant une crise, il faut agir comme une entreprise qui est consciente de la situation et qui va mettre toutes les mesures en place pour la corriger. Autre critère très important sur la posture et la tonalité de la communication, c'est que c'est l'empathie qui prime dans un moment de crise. Que ce soit pour un décès, que ce soit pour des plans où on a besoin de licencier des gens ou pour tout autre. Je donnais l'exemple assez anecdotique d'un collaborateur qui insulte un client tout à l'heure. Dans toutes ces situations-là, quelle que soit leur gravité, l'empathie est vraiment le premier des réflexes à avoir. Enfin, et d'ailleurs ça fait écho à la première partie de notre présentation, proposer des solutions doit être une priorité. Autre enseignement clé, c'est la transparence. C'est à ça qu'on juge une communication de crise réussie. Et deuxième point, c'est que si on n'est pas transparent, on s'expose à des risques encore plus graves que ceux qui nous mettent dans cette situation à la base. Deuxième élément, on parle d'assumer pleinement les actions qu'on met en place. L'idée ici, c'est que on est obligé de valoriser ce qu'on fait. Parfois, on pourrait se dire, on est partiellement responsable de cette crise, on a envie d'être modeste et de ne pas communiquer sur ce qu'on fait. En revanche,
dans la communication de crise, il ne s'agit pas de faire preuve de modestie. Il s'agit d'être très clair sur ce que l'on a fait et quasiment d'être comptable des actions que l'on a mises en place. Là encore, il est important de montrer que nous informons tous les acteurs qui seraient concernés par la situation, qu'on a un rôle actif dans cette crise. Enfin, et on en a fait un point dédié puisque c'est clé, il est important d'avoir conscience des conséquences sur les personnes affectées par cette crise et de proposer des solutions. Donc ça, c'était pour la vision assez stratégique et globale de la communication. On va maintenant rentrer dans le détail. Donc on appelle ça des recommandations plus tactiques. On a évoqué tout à l'heure les nombreux canaux de communication qu'on peut exploiter. On a l'habitude de dire, en communication de crise particulièrement, qu'il faut répondre là où on s'adresse à nous. Donc on répond à un tweet sur Twitter, on répond à une sollicitation journaliste par voie de presse, on répond à un courrier par un courrier, etc. Il s'agit de communiquer là où sont nos cibles. Est-ce que je peux te poser une question du coup? Est-ce que ça veut dire que, imaginons que je suis une association qui, suite au confinement, ne peut plus accéder à mes bénéficiaires ou qui ne peut plus mobiliser du coup mes bénévoles, j'utilise les mêmes canaux que ceux que j'utiliserais dans un contexte dit normal pour faire passer ces informations? Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire autrement? Je ne sais pas, est-ce que du coup, en fait, ma question, c'est lié à ce que tu dis. Toi, tu dis, si on nous a sollicité, il faut répondre par le même canal. Moi, la question que je pose, du coup, c'est, imaginons qu'on n'est pas sur un contexte de sollicitation, on est sur un contexte où il y a un événement impromptu qui nous oblige à communiquer une situation de crise. Est-ce qu'on communique à la cantonade en disant je ne peux plus exercer mes activités en espérant que les gens obtiennent cette information? Ou est-ce qu'il y a une stratégie différenciée pour toutes les parties prenantes auxquelles on s'adresse en utilisant les canaux traditionnels via lesquels on s'adresse à eux? Alors, deux choses. Oui, tu as raison. L'idée, c'est pas du tout de communiquer à la cantonade. L'idée de ce point, c'est de dire qu'on va aller chercher le canal le plus pertinent possible pour s'adresser à nos cibles. Très concrètement, Donald Trump, il communique tout le temps sur Twitter. C'est malheureusement, c'est très malheureux, ça génère beaucoup de choses négatives, mais c'est pas du tout recommandé dans la communication. Il y a des temps, il y a des timings, il y a des postures, il y a des tonalités qui sont très différentes. Avant, on faisait un 20 heures quand on était un candidat à une présidentielle ou quelque chose comme ça. Donc ça donnait une sorte de formalisme quand on avait une annonce importante à faire. Maintenant, il y a des communications. Si je continue de regarder la communication politique, aujourd'hui, on peut, quand on est un candidat, avoir envie de se dévoiler un petit peu, de dévoiler sa vie privée. Donc là, on va pas communiquer dans un amateur de TF1, on va essayer d'avoir un reportage photo dans Paris Match. Je sais que ces exemples-là sont loin des enjeux de chacun ici, mais c'est pour vous dire qu'il faut choisir son canal parce que on a l'habitude de dire en communication que le canal, c'est aussi un message. Et que si vous parlez de quelqu'un dans Paris Match ou dans Gala ou à côté dans le Financial Times, rien que ça vous donne une idée de ce qui va être dit. Et encore une fois, si je peux me permettre, tout dépend de l'enjeu que vous avez à communiquer. Encore une fois, c'est un schéma qui est simple. Si on a un enjeu qu'on doit communiquer, on a une cible qui correspond et on a un canal qui correspond à cette cible. Donc, tout dépend de la nature des faits qui vous sont contraints d'être communiqués. Est-ce que ça répond à ta question, Félix? Oui, merci. Ok. Pour rester dans l'idée de timing, bien sûr, plus on communique rapidement, mieux c'est. Et par ailleurs, c'est idéal quand on peut choisir son agenda. Alors, c'est parfois impossible, mais quand on peut, il ne faut pas se priver de maîtriser l'agenda. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'anticiper des contre-arguments et de mettre en place sa propre version des faits. Et par ailleurs, quand on choisit le timing, ça nous permet de préparer notamment les publics internes qui sont généralement les cibles les plus importantes puisque le bouche à oreille part de là. Donc ça permet de les prévenir, de les préparer à la communication et de leur donner tous ces éléments-là. Il n'y a rien de pire
dans une communication de crise, lorsqu'on est collaborateur ou salarié ou un partenaire très proche d'une organisation, d'apprendre un truc clé sur la dite organisation par voie de presse. Quatrième point que j'ai déjà un petit peu évoqué, dans une situation de crise, on n'a parfois pas le temps de répondre à tout, etc. Et donc, il y a un flux d'informations qui parfois nous échappe. C'est générateur de contre-vérités ou de rumeurs ou d'éléments de langage qui sont pas du tout les vôtres, qui sont même qui vont à l'encontre du côté factuel. Donc ça, c'est une priorité absolue, c'est de nier ou de corriger immédiatement ces éléments-là. Lorsqu'un journaliste, ça nous arrive assez régulièrement, fait un titre assez malhonnête intellectuellement, et c'est assez courant en ce moment. Je ne vous apprendrai pas qu'aujourd'hui, les médias font des titres assez aguicheurs, alors que parfois l'article lui-même est complètement factuel. Donc voilà, pour vous illustrer ça, il nous arrive d'appeler des médias pour leur dire que le titre, ça fait très bien sur Facebook et ça attire les clics, mais c'est absolument, soit c'est faux, soit c'est trompeur, etc. Enfin, quand on doit communiquer, on a parfois besoin d'un porte-parole. Les règles d'or pour le choix du porte-parole, c'est sa crédibilité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une sorte de posture d'autorité? Est-ce qu'il est capable de rester calme en toute situation? Parce qu'une crise, par définition, ça peut générer du stress. Et par ailleurs, et c'est un exercice particulier, est-ce qu'il est capable de respecter nos éléments de langage? On ne va pas traiter de ce sujet aujourd'hui, mais quand on doit s'exprimer devant la presse, devant une caméra ou même devant simplement un journaliste, il est important de s'entraîner, de répéter son message, etc. Ce qu'on appelle le media training, mais c'est pas ce qu'on fera aujourd'hui. Enfin, une autre technique intéressante, c'est l'utilisation des tiers de confiance pour relayer nos messages. Je prends un exemple récent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une marque de dessous, je crois masculin, qui s'appelle le slip français, qui récemment a constaté que 2 ou 3 membres de son équipe ont eu des agissements qui nuisaient à l'image de marque de l'entreprise, Instagram. Je ne rentre pas dans les détails, mais ils ont fait des posts assez honteux sur Instagram. Donc, l'entreprise a réagi comme toutes les entreprises dans ce cas-là. Ils ont un message qu'ils ont publié dans la presse, etc. Dans un second temps, pour être certain que ce message soit bien compris et pour essayer de trouver des ambassadeurs pour porter ce message, comme c'est une start-up, ils ont demandé à d'autres start-up françaises. Je pense que c'est d'abord des amis et puis ensuite des potes de potes, c'est de proche en proche que ça s'organise. Ils ont réussi à constituer une communauté d'ambassadeurs qui ont soutenu le slip français pendant toute la durée de la crise. Très concrètement, il y a eu plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont pris la parole, à minima sur LinkedIn, qui est le réseau social professionnel, pour soutenir le Stade français, pour dire attention, il faut dissocier les agissements négatifs de 2 personnes, de la marque elle-même. Il ne s'agit pas de boycotter cette marque, etc. Je passe à la temporalité. L'une des questions qu'on se pose quand on est dans un moment de crise, c'est quand parler et qu'est-ce que je raconte. Le premier élément, quand on est informé d'une crise, c'est plutôt la temporisation. L'idée, c'est de récolter un maximum d'informations avant de prendre la parole. Donc, c'est un peu la course à l'information quand une crise se déclenche. J'avance un petit peu rapidement sur le tâche 2, qui est premier message factuel et verbal, où ça, c'est plutôt une option. L'élément clé, c'est pendant la crise, comment je communique et quand je communique. Donc, on a vu tout à l'heure que le timing était très important. La règle d'or ici, c'est qu'on doit rester la source d'information. Si j'essaie de prendre un exemple qui vous parle, une association, même si la crise qui la touche ne suscite pas d'articles dans les médias, elle va peut-être susciter des inquiétudes chez des partenaires, en étant la collectivité locale concernée. Il est important que pour cette collectivité, l'association en crise soit la première source d'information, puisque c'est comme ça qu'on maîtrisera notre prise de parole. Je passe parce que oui. Non, je me permets juste une question sur
Temporalité, le contexte actuel est particulier parce qu'il y a comment dire ça, il y a énormément peu de capacité de projection sur la durée du confinement, sur les prochaines évolutions du contexte, sur la potentielle crise économique qui va être générée derrière et du coup sur l'accès aux ressources dont sont dépendantes les structures de l'innovation sociale. Dans un contexte qui est particulièrement mouvant comme celui qu'on a aujourd'hui, comment on applique cette question de temporalité, sachant que Ouais. les annonces qui peuvent se faire toutes les 48 heures et que c'est pas si évident de savoir dans quoi on met les pieds. Ok, alors merci parce que ça me fait une bonne transition. Euh, je pense que ça va répondre en grande partie à ta question. Se pose donc la question quand on identifie une crise de quand communiquer. Et c'est pour ça qu'on a deux grandes familles d'approches, soit réactif, soit proactif. La première, et donc c'est ce que j'aurais tendance à conseiller dans la situation que tu décris, même si encore une fois je te donne des grandes règles, mais qui doivent être adaptées à des cas particuliers. Donc je dis ça avec beaucoup je prends des pincettes. En gros, quand tu as un événement négatif dans ton organisation, tu peux soit te dire que tu n'as pas envie d'attirer l'attention des gens là-dessus. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, je vais me mettre en réactif. J'ai pas envie de susciter des appréhensions. Si jamais je me dis, bon, bah, le sujet va peut-être sortir dans la presse, mais j'en suis pas du tout sûr, il est hors de question de communiquer proactivement sur un sujet négatif. Donc concrètement, comment on fait pour se préparer à ça? On va se dire, je ne vais communiquer que lorsque on m'interpellera. Et donc, puisque nous, notre habitude, c'est plutôt quand même de gérer les médias, on prépare ce qu'on appelle un statement. Alors, c'est tout simplement un message à donner à des journalistes si jamais ils nous sollicitaient. À l'inverse, quand on se dit que les chances sont très très élevées que notre histoire sorte, qu'elle soit connue donc à la fois dans la presse ou tout simplement par des partenaires ou des parties prenantes externes, c'est là qu'on peut choisir de communiquer proactivement et de se dire je vais installer moi-même ma propre version de l'histoire, sinon quelqu'un va le faire pour moi et il y a peu de chances que ça me corresponde. Donc là, j'organise une prise de parole, ça peut être un communiqué, ça peut être une conférence de presse, ça peut être tout simplement un tweet. Ça, je pense que ça répond un peu à ta question parce que j'imagine que si des associations ou des entrepreneurs sociaux perçoivent des difficultés à venir dans les 2 prochains mois et se disent bon, est-ce qu'il faut que j'en parle? Ben, j'aurais tendance à dire, sauf si tu dois le faire, si c'est obligatoire parce que c'est légal ou je ne sais quoi, ben, je pense qu'il faut attendre le moment propice, voire quasi choisir de ne pas le faire et de rester en réactif. Je pense que les questions tout à l'heure nous permettront de rentrer dans des cas un peu plus précis pour ce point-là. On en a bientôt terminé de cette phase très théorique. Là, c'est un petit point sur la rédaction des messages. On appelle ça CAP pour avoir une petite règle mnémotechnique. Les messages, généralement, ils doivent commencer par une compréhension de la situation et il faut démontrer, comme je disais, d'abord l'empathie. Mais plus globalement, il faut démontrer qu'on prend la question au sérieux. Quand on est dans une situation de crise, généralement, on se dit que tout le monde s'attend à ce que, bien sûr, je suis Nike, pardon pour l'exemple, mais je m'appelle Nike, on vient de découvrir que dans mes usines en Asie, il y a des mineurs qui travaillent dans les usines. On peut se dire, bah, évidemment, les gens s'attendent à ce que moi, patron de Nike, ça me terrifie, ça me rend dingue que ça existe et voilà. Donc, parfois, il y a des grandes entreprises qui se plantent dans leur communication parce qu'elles se disent que tout le monde va assumer que l'entreprise est évidemment choquée par ces pratiques. En fait, pas du tout. Il faut jamais supposer que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent savent qu'on est touché personnellement ou au nom de l'entreprise par un événement négatif. Donc, c'est pour ça que tous les messages de crise commencent par formuler cette empathie, montrer qu'on se soucie de cette situation. La deuxième étape quand on prend la parole, c'est de souligner les actions qu'on met en place ou qu'on prépare. Là encore, on a cette règle d'or qui dit qu'on ne spécule pas. Donc, on ne va pas pas faire des projections sur les résolutions d'une situation. Là, typiquement, il y a plein de gens qui se sont engagés en janvier dernier, qui ont spéculé sur l'issue de la crise coronavirus.
Et du coup, ils se font pas mal épingler sur Twitter ou dans la presse parce que ils ont un peu insulté l'avenir il y a 2 mois. Donc voilà, on décrit son action, on n'a pas, on fait pas de modestie ou de fausse modestie, donc on dit clairement ce qu'on fait et on dit ce qu'on va faire. Dernière étape, quand c'est possible, il est important de faire ressortir les points positifs de notre action et donner le contexte. À la fin d'une crise, on a l'habitude de parler des enseignements et de montrer que ça ne pourrait plus arriver avec les mesures correctives qu'on a mises en place. J'en viens, alors c'est aussi des conseils sur la formulation d'un message, mais c'est une autre façon de se les représenter. Quand on fait un communiqué ou un discours ou quand on répond à un journaliste, nous on a l'habitude lors de nos formations de parler de la maison des messages. La maison des messages se compose d'un toit, de 3 pièces et d'un sous-sol. Le premier étage et ce par quoi on entre, ce sont les faits et les actions qu'on met en place. Et donc, ça va donner un peu la teneur de notre communication, puisqu'on va dire, dans tel magasin, nous avons mis en place les mesures de protection recommandées par le gouvernement, etc. On va dire qu'on respecte, admettons, les consignes gouvernementales. Ces actions et ces faits, ils doivent ensuite être illustrés. On a des messages clés qu'on va venir ajouter à notre discours pour prouver les faits qu'on vient d'énoncer. Concrètement, mon message clé aujourd'hui, je pense ça parce que nos clients nous demandent beaucoup de messages liés aux consignes Covid-19 en ce moment. Le premier message clé que tout le monde dit aujourd'hui, c'est que la priorité va à la santé, à la protection de la santé de mes collaborateurs et de mes clients. Et ça, je vais vous le prouver parce que les actions que je mets en place, eh bien, c'est de la distanciation, c'est des vitres de plexiglas dans mon magasin, c'est des gants, c'est des masques, etc. Message 2, ça va être pour, je sais pas, un magasin, ça va être de dire on a changé notre organisation au vu du Covid-19 pour justement, là encore, faire preuve de responsabilité et sauvegarder la sécurité de nos personnels. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des horaires aménagés. On a dit à des gens qui avaient des symptômes de rester chez eux, etc., etc. Après ces messages clés, généralement au nombre de 3, parce qu'on reste assez simple, vient la phase de commentaire et plutôt de synthèse. Et c'est là qu'on va essayer de caser le message qu'on a envie que notre interlocuteur retienne. Donc, on va dire, bah oui, je m'appelle Intermarché et moi, en synthèse, ce qui me paraît très important à dire, c'est que Intermarché est très responsable et très impliqué dans les mesures de protection, etc. Donc voilà, c'est vraiment mon message de synthèse. Pardon, je dis Intermarché comme j'aurais pu dire n'importe quelle marque, c'est un exemple. J'arrive à un point vraiment très pratico-pratique, où là encore, l'idée, c'est de vous permettre de le faire vous-même. Et j'en termine avec ça. Quand on a un message à écrire, donc admettons qu'on se situe dans une réaction, dans une posture réactive, et on se dit, bon, je ne vais pas en parler, sauf quand quelqu'un vraiment me posera la question. On prépare donc un texte assez simple pour répondre. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un tweet, une lettre, une interview, etc. La règle d'or là-dedans, et pardon pour la comparaison, mais il faut que ma mamie le comprenne. C'est un style hyper simple, avec absolument aucun jargon, et il faut que ce soit compréhensible par tous, par un enfant de 8 ans comme par ma mamie. Deuxième chose importante, c'est priorité au message. On a appris au collège, au lycée, dans nos études supérieures, qu'il fallait une thèse, une antithèse et une synthèse pour parvenir à une conclusion. De la même façon, quand on est dans des rapports professionnels, on va expliquer, on va donner un contexte, on va donner des faits, on va argumenter pour enfin parvenir à une conclusion. Tu dois acheter ma nouvelle voiture. Dans la communication de crise, parce qu'on n'est pas certain de l'attention des gens et que notre priorité c'est de faire passer le message, on inverse complètement cette logique. On commence par le message principal et la conclusion. On dit oui, ma voiture c'est la meilleure de la gamme. Ensuite, on vient le prouver avec des preuves. Elle roule bien, elle a une bonne autonomie, etc. Et ensuite, on dit le contexte. Et le troisième élément, c'est on donne des éléments d'information complémentaires, de dire, voilà, à l'heure de la transition vers l'électrique, vous apprécierez une voiture hybride, etc. Donc, la logique de pyramide inversée.
troisième, c'est peut-être le conseil le plus pratique, c'est que même nous qui sommes confrontés à ce genre de problématiques quotidiennement, on a besoin d'aller regarder des exemples de communication précédente. Je vous dis une bêtise, mais si un client nous demande comment on informe ses collaborateurs de la fermeture d'un magasin, admettons dans ce contexte-là ou dans tout autre contexte, on ira nous chercher des exemples de ça dans la presse pour regarder comment des magasins qui ont été confrontés à cette même situation ont écrit. Il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire, c'est une façon assez simple de… Dernier point, et là je suis vraiment dans les détails, donc Félix, tu peux m'arrêter si tu penses que c'est une option, mais voilà, c'est les règles d'or en interview, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. On a l'habitude de dire que les… Oui, excuse-moi, ce que je me dis, c'est que potentiellement, ce serait intéressant qu'on passe à la partie sur les questions. Eh bien, super. Cette partie-là puisse venir appuyer ta réponse à cette question si jamais avancer. Moi, si ça permet de répondre à la question. Ce que je vous invite à faire, là, c'est qu'on se laisse 2 minutes. Je vais chronométrer parce que c'est mon rôle désagréable pour que vous puissiez formuler vos questions via le chat et après, on les reprendra avec Claire pour les faire remonter à François et à Alix. Voilà, 2 minutes et à tout de suite. Ah oui, et une question générale, François et Alix. Pas mal de fois, on nous a demandé si les slides allaient étaient transférables pour la suite, enfin pour les participants, pardon. Bien sûr. Parfait. Et donc, du coup, ce que je vous invite à faire, tous ceux qui veulent obtenir les slides, écrivez votre mail à l'intérieur du chat. On s'occupera de le retrouver et de vous envoyer la présentation a posteriori. Alors, petit point aussi d'information, faites bien attention à bien poser votre question dans le chat en vous adressant à tout le monde. Donc, c'est la petite liste défilante de choix au-dessus de la boîte de chat. Vous devez cocher tout le monde, voilà, avant de pouvoir taper. Ok, ça fait 2 minutes. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat en même temps que je les formule avec l'appui de Claire, du coup, à Alix et François. On a une première question qui est assez générale et qui traverse un peu toute la présentation. Du coup, je la prends un peu comme une première qui était un certain nombre de points que vous avez évoqués dans le conseil sur la com de crise. Du coup, considère que le fait déclencheur de la crise est interne à la structure ou du fait de la structure. On est particulièrement dans un contexte aujourd'hui où le fait générateur de la crise est extérieur et non maîtrisable. Est-ce qu'il y a des éléments de ce que vous nous avez présenté qui s'adaptent ou est-ce que globalement, c'est la même chose que ce que vous avez présenté?
Je dirais que c'est la même chose parce que si j'ai bien compris les problématiques que tu nous as, enfin que tu as évoquées en préparation de ce webinaire, c'est quand même le Covid qui peut ralentir, enfin c'est le confinement qui ralentit l'activité, qui permet plus de faire son travail comme on le faisait actuellement. Donc au final, j'ai l'impression que le fait générateur, il est très souvent, il est externe aujourd'hui. Il est externe, mais il a un impact en interne. En fait, c'est l'extérieur qui va venir impacter votre organisation interne. Et donc là, les systèmes et les mécanismes de crise s'appliquent. Très bien. Il y a une autre question qui revient, alors avec plusieurs implications. Du coup, je vous pose la question générale et après, je donne les différences telles qu'elles ont été mentionnées dans le chat par les différentes personnes. Comment on s'adresse à des cibles, du coup, dans notre communication, qui sont eux-mêmes en situation de crise? Donc ça, c'est la question de manière un peu générale. Et du coup, derrière, les autres questions vont être plus sur comment s'adresser à des personnes qui eux-mêmes sont en train de gérer ce moment où c'est un peu la panique à bord, quelle est leur capacité à entendre les messages qu'on essaie de leur passer, comment on peut être, est-ce qu'on peut parler en temps de crise de l'après-crise à ces personnes-là, et du coup, comment on peut s'assurer de leur compréhension de nos enjeux sur la suite. Voilà, déjà, on commence avec ça. Est-ce que tu auras un exemple, je crois que ça m'aiderait, pour se dire comment tu t'adresses à des gens en crise? Est-ce que tu as comment dire, une situation précise en tête? Ouais, alors du coup, je vais me faire l'interprète des messages qui sont dans le chat, hein. Je suis désolé, je vais donner un exemple personnel. Si jamais ça ne correspond pas, dites-le dans le chat et puis on réorientera. Typiquement, notre secteur côté innovation sociale est extrêmement dépendant du coup de ressources qu'il ne détient pas ou qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire que quand il y aura reprise économique, on sera potentiellement le dernier wagon à en profiter parce qu'on est au bout de la chaîne sur ces différents financements. Un des éléments qu'on pourrait avoir, c'est de s'adresser au pouvoir public pour leur dire rendez-vous compte qu'il faut nous financer parce que sinon le système de solidarité qui est maintenu par les assos ou par les structures va se casser la binette. La question, c'est le haut secrétariat, l'ESS, qui est notre interlocuteur, est lui-même en état de crise. C'est-à-dire qu'au même titre que tout le gouvernement, il gère ces situations en crise. Est-ce qu'il est en capacité d'entendre notre réflexion qui est plutôt portée sur l'après, alors que lui-même est dans une situation où il gère le venant? Et alors, pardon, je te demande à nouveau de préciser juste ce point c'est quoi le sujet après? Tu veux dire, c'est le financement pour te dire, dès qu'on en sera sorti, il va falloir que tu nous finances plus vite ou plus… Alors, c'est ça, ça marche ou pour du coup des questions de financement ou pour des questions pour ne pas reproduire le modèle qui nous a amené dans ce moment de crise. Ça peut être aussi savoir si ton client est capable de réembrayer dès la reprise économique, etc., etc. Ok. J'avoue que là, c'est un peu ce que je disais en tout début d'intervention. Il faut parfois pour qu'on vous réponde très précisément, il faut avoir le cas, tu vois, connaître techniquement les enjeux. J'ai l'impression quand même que dans ta question, il y a plusieurs cas. Il y a le cas de quelqu'un qui se dit, si je n'écris pas tout de suite à mon représentant au gouvernement, je meurs demain. Donc là, c'est quasiment une situation vitale. Donc là, il n'y a même pas à se poser la question, si tu veux. Tu dois faire en sorte de poursuivre la pérennité de ton organisation. En revanche, si ton propos, c'est de dire, pour la prochaine pandémie, je pense qu'il faudrait mettre en place ça et ça. Donc ça, c'est clairement des mesures post-crise pour préparer la prochaine, mais qui ne sont pas vitales pour ton organisation, qui ne mettent pas à risque ta réputation ou la santé de tes personnels, etc., ça, je dirais que oui, c'est moins prioritaire. Du coup, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un choix de la façon de communiquer en fonction de l'urgence du message à communiquer. De ton objectif de com, en fait. Ton objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est la survie de ta boîte ou est-ce que c'est je sais pas, de protéger la santé du personnel soignant aujourd'hui? Auquel cas, à ces deux enjeux, je réponds oui, il faut communiquer maintenant, c'est une évidence. Après, ce sera trop tard. En revanche, si tu me dis, moi, je prévois déjà les mesures à mettre en place post-crise Covid-19 en prévision d'une future pandémie, admettons pour la grippe de l'hiver prochain, là, bien sûr, c'est pas le bon tempo parce qu'ils n'auront pas, comme tu le dis si bien, les conditions d'écoute. Ok, très bien.
Alors oui, Julie, du coup, une des personnes qui avait posé la question précise dans les chats, a dit donc la question n'est pas nécessairement de prévoir la prochaine pandémie, mais son objectif, c'est plutôt comment ne pas rater la reprise, sachant qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va arriver. Donc, Mhm. si j'ai un financeur principal, par exemple, et que du coup, je veux être sûr et certain de ne pas rater le moment où il va être capable de me financer, de recontractualiser avec moi, Mhm. comment communiquer avec lui et est-ce qu'il est en capacité de l'entendre à date? Ok, alors là encore, on est sur ce ne sont que des questions qui me paraissent très très pertinentes. Tous nos clients nous posent ces questions-là. Euh, Là encore, ça diffère vachement. Ce qu'on dit à nos clients, par exemple, tu vois, il y a plein de clients qui travaillent dans le commerce et donc qui sont fermés aujourd'hui et qui ont cet enjeu de se dire, tu vois, par exemple, la semaine dernière, il y a l'un des directeurs d'un des théâtres parisiens qui a dit, écoutez, je vous sensibilise maintenant, plutôt que demander l'annulation de vos billets, je vous demanderai de plutôt demander un avoir pour être certain d'être sur une autre des pièces et je vous demanderai, une fois que le confinement sera terminé, de revenir dans les théâtres. Donc lui, tu vois, il n'est pas en train de, comment dire, de polluer les gens, il est juste en train de maintenir le lien avec eux. Tu vois, c'est pas une communication qui est très gênante en temps de crise, t'as juste quelqu'un qui maintient le lien. Donc pour une entreprise assez classique, ça passe par des messages sur Internet qui regardent ta communauté. Donc tu maintiens le lien avec eux, tu dis bah voilà, j'ai un restaurant, donc je vais vous proposer des petites recettes spéciales confinement. Tu vois, tu vas entretenir la relation comme tu gardes contact avec tes copains par téléphone en ce moment. Donc ça, il y a cette phase-là qui n'est absolument pas intrusive et qu'on recommande de faire. Tu vois, il faut rester à l'esprit de ton financeur pour que le moment donné, il fasse appel à toi. Très bien. Merci. Julie, tu nous diras dans le chat si ça répond à ta question. Ouais, je vais peut-être pas répondre à toute la question. Il y a deux autres questions. Merci. Julie a dit oui. Avec un point. Du coup, c'est une validation totale. On a deux autres questions alors qui ont trait plutôt au questionnement sur la façon de faire. Du coup, on a Séverine dans le chat qui nous dit: j'ai vraiment l'impression d'être un animateur de radio libre. Je suis désolé. Il nous pose Pas une mal, question. ça nous renvoie aux années 90. C'est un peu ça, ouais. Et qui du coup a un business model qui tourne sur la vente du coup de cadeaux en ligne. Ces cadeaux fonctionnent a priori toujours pendant la période de confinement. C'est plutôt un bon moment pour elle en termes de fidélisation de ses clients. Grande question du coup éthique, est-ce que c'est adapté de communiquer alors qu'il y a potentiellement des choses plus urgentes comme message à passer au niveau global qui sont l'appui des soignants, la réponse à la crise, ce genre de choses. Et dans ce cas-là, si on communique, comment on fait pour ne pas être perçu comme un profiteur ou un intéressé de ce contexte? Est-ce que, là encore, il faut avoir peut-être un petit peu plus de précision? Quelle est l'activité précise? C'est quoi les biens ou Alors, services qui sont… si je reprécise, du coup, la structure s'appelle Eticado. C'est une e-carte cadeau écologique et solidaire que nous pouvons envoyer et qui est l'un des rares cadeaux que l'on peut encore faire à nos proches avec la distance. Voilà. Donc concrètement, c'est une carte de cadeau type la carte Fnac de 20 € que je peux offrir à Noël, c'est quelque chose comme ça? Alors, c'est vrai, je suis désolé, je ne connais pas assez bien ton activité. Si jamais tu peux répondre à cette question dans le chat, ça m'arrangerait un peu. Très bien. Une carte cadeau valable chez Emmaüs Artisans du Monde. Mais du coup, ça veut dire, Séverine, que vous êtes encore capable d'envoyer ces différents items par la poste. C'est bien ça? D'accord. Finalement. Et bien là, du coup, il y a un peu deux choses. Il y a le premier côté, si je comprends bien, c'est que c'est une association, ou je ne sais pas quelle est la typologie de structure, utile en ce moment. Si le but, c'est de générer des dons pour des gens qui sont utiles à la société. Donc, je dis ça, c'est clairement l'indicateur qu'on a évoqué en début de présentation qui nous dit, bah oui, go, c'est évidemment intéressant. L'autre truc, si tu sollicites, enfin, si ton service se transmet par voie postale, du coup, là, c'est peut-être quelque chose qui pourrait me faire dire que bah, il faut faire attention parce que aujourd'hui, tu vois, même Amazon a quand même déclaré qu'il souhaitait arrêter l'envoi de produits non essentiels. Donc, tu vois, à un moment donné, si ton activité multiplie l'exposition des facteurs
qui multiplie les chances des facteurs d'être exposé, voilà, merci, qui multiplie les risques, oui, là, tu peux, à juste titre, te poser la question éthique. Après, je pense pas que ce soit dans des volumes aussi grands qu'Amazon. Donc, la première raison l'emporte sûrement sur la deuxième. Et encore une fois. Pardon. Encore une fois, il y a aussi un lien, il y a l'utilité qui est à prendre en compte. Si c'est pour créer du lien social, si c'est pour faire survivre aussi un écosystème qui est touché de plein fouet ou alors lutter contre l'isolement en créant des contacts et du lien, là, on est pleinement dans un contexte où il faut continuer cette activité et ne pas penser qu'on profite, mais voir le côté positif de l'action qui est mise en place. Du coup, si moi je reprends, donc, parce qu'il y a un des fondements de la question, je pense, c'est un sentiment potentiel, alors je vais prendre un mot fort, mais de culpabilité à détourner le sujet pour l'intérêt lucratif de sa structure ou de son propre impact. Si on applique du coup les différents canaux de communication, les tons que vous nous avez conseillés, globalement, possibilité d'avoir une communication extérieure liée à ça, mais d'y mettre à l'intérieur cette touche d'empathie et de compréhension du contexte global qui permettrait du coup de faire passer son message et en même temps d'appuyer le contexte et sa difficulté. Alors, je dirais oui, mais je rappelle quand même que là, dans ce que tu dis, peut-être que tu mets au même endroit deux choses, à savoir comment je communique en contexte de Covid et les mesures de crise, empathie, etc. Donc, faut pas confondre parce que sinon, tu vas te tirer une balle dans le pied parce que la com de crise, c'est une communication hyper protectionniste, hyper défensive, où chaque mot compte, etc. Je pense qu'il faut être un petit peu plus libre sur le premier scénario, qui est de se dire comment je communique maintenant. Et encore une fois, est-ce que c'est utile? Ce que j'ajouterais peut-être pour répondre au point soulevé précédemment. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout médecin, mais on n'a pas encore atteint le pic épidémique, d'après ce que je crois comprendre. On ne sait pas non plus de combien sera augmenté le temps de confinement. Donc en fait, on est vraiment au début de la courbe. Donc c'est pour ça que là, le traitement médiatique de l'actualité, il est que dans l'urgence, on se projette pas du tout sur la sortie de crise. Et tu vois, si moi j'avais une activité un tant soit peu commerciale, je me dirais que là, du moment qu'on n'a pas atteint le pic, et donc le point où les choses se calment, je ferai un peu silence radio, tu vois. C'est après ce pic où on aurait une perspective de sortie, et on se dira, bon, bah ok, je sais que dans 4 semaines, ça va sûrement être fini. Là, ça changera tout. Là, il y aura d'autres traitements médiatiques. On va parler de cette sortie de crise. Et c'est là que les assos seront très, très actives. Se dire, bah oui, moi, j'ai des plans. Je sais comment faire ça. C'est là que tu déclencheras ta communication. Si tu n'es pas en danger aujourd'hui, c'est à un moment de la sortie de crise où la tension redescendra un peu d'un cran, puisque le nombre de morts diminuera, le nombre de personnes infectées diminuera. Donc, c'est le moment où tu auras une fenêtre de tir. Deuxième chose qui va se passer dans le traitement médiatique, c'est que après les scénarios de sortie de crise, on aura une projection positive. Tu vois, dans certains médias, on parle de Corona Boom, où on te dit que bah ouais, t'as pas réussi à vendre tes chaussures, tes super Nike en ce moment, mais en fait, les gens vont non seulement reporter leurs achats après, mais même ils ont mis de l'argent de côté pendant le confinement, donc ils vont surconsommer. Ça, je laisserai les experts économistes dialoguer là-dessus, mais c'est à peu près les deux typologies de messages et d'articles qu'on anticipe pour la deuxième phase de la crise. Très bien, merci beaucoup. On a fait le tour d'un certain nombre de questions. J'en pose une dernière, mais qui est très précise sur un besoin particulier des petits doudous, qui est une association qui travaille, du coup, c'est une association de soignants, donc c'est des infirmiers, médecins et anesthésistes qui travaillent ensemble pour du coup améliorer le parcours de soins des personnes hospitalisées, qui du coup sont en première ligne aujourd'hui. Et donc, vu qu'ils sont praticiens en tant que soignants et en même temps membres du coup, de cette association, la totalité des actions qui leur permettaient de mener la vie des petits doudous qui est l'asso a quasiment disparu pour se concentrer sur le cœur de leur job qui est donc d'être soignant. Aujourd'hui, ils sont en train de lancer une campagne pour récolter des financements pour combler la perte du coup, des activités qui n'ont pas été menées sur l'association et du coup aussi au profit des soignants. Est-ce qu'il y a des canaux qu'on estimerait adaptés à ces recherches de financement?
et que du coup, vous leur préconiseriez, je crois. Alors là, là encore, la question est un petit peu large sans connaître un peu l'historique. Moi, la première question que je me poserais, c'est quels sont les canaux existants que j'ai utilisés jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'ils restent pertinents? Et si oui, je dirais qu'il faut poursuivre parce qu'il ne faut pas changer les habitudes. Tu vois, si tu t'adresses aux gens par une newsletter tous les mois, bah, tu vas garder ce format-là pour pas changer les habitudes. Maintenant, si la question elle est plutôt de se dire c'est quoi les plateformes d'audience sur Internet qui me permettraient de susciter, je suis pas le meilleur expert en communication un peu fundraising, mais j'imagine que oui, tu peux faire une cagnotte comme il se fait de plus en plus aujourd'hui. Tu peux faire du Litchi, tu peux faire des plateformes comme ça assez innovantes et qui captent l'attention des gens parce que c'est facilement partageable sur les réseaux sociaux, etc. Okay. Ah, David, très bien. Oui, donc je me présente brièvement, je suis infirmier anesthésiste et je fais partie de l'association des petits doudous. Et effectivement, là, on est dans une phase complètement différente de notre action habituelle, à savoir que toute l'année, on s'occupe des enfants pour améliorer le vécu des enfants opérés. Et puis là, tous nos membres, on a 75 assos, 700 soignants. Donc tout le monde est en première ligne face au Covid. Donc on fait du recyclage de matériel opératoire pour pouvoir financer des doudous qu'on offre aux enfants. Habituellement, on a un modèle économique qui marche comme ça. Et là, il n'y a plus d'opérations programmées, donc il n'y a plus de recyclage. On n'utilise plus les tablettes parce que par risque sanitaire. Donc là, nos actions ont un peu changé depuis le début de la crise. On a prêté nos tablettes, notamment aux patients atteints de Covid et les gens qui sont isolés pour continuer à avoir la relation sociale. On met en place aussi des repas pour tous les soignants par des chefs dans les différents hôpitaux, enfin différentes villes. Donc en fait, on est vraiment dans un moment de crise. On essaie de faire des actions qui sont adaptées à cette crise. Et là, notre crowdfunding, c'est venir en lien, en soutien avec tous ces soignants qui sont sur le front et qui vont avoir beaucoup de mal derrière d'ailleurs, parce qu'on va avoir beaucoup de soignants contaminés par le Covid, il va y avoir beaucoup de burn-out, il y aura beaucoup de dépression, il y aura sûrement des décès. Donc c'est comment prévoir un peu l'avenir de tous ces soignants, pas forcément que des soignants de l'asso Petit Doudou, mais essayer de rebondir au mieux après une crise telle. Donc là, on va lancer normalement ce week-end le crowdfunding. Et effectivement, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux et puis à travers toutes nos assos, il y a un relais des réseaux sociaux qui est important. Donc, je comptais, moi je suis le référent en communication, mais bon, je suis avant tout infirmier anesthésiste, communication de l'asso nationale. Donc, on souhaite continuer dans ce parcours. Et puis, voilà, donc ce que j'ai entendu cet après-midi, c'était très intéressant et on va essayer de faire mieux sur la communication pour qu'on puisse venir en aide à tout le monde. Ok. Merci beaucoup. Oui, j'allais ajouter un tout petit mot. En fait, David, j'ai l'impression que votre demande, elle n'est même pas trop liée au Covid d'une certaine façon. Vous êtes en train de formuler une sorte de besoin, genre comment j'intéresse les gens à mon projet, à mon sujet, etc. Donc, en fait, pour répondre à cette question, je crois qu'il faudrait quasiment le décorréler de la crise en se disant c'est quoi les meilleures plateformes pour être efficace, c'est quoi les meilleurs messages, c'est quoi les meilleurs outils. Encore une fois, je suis vraiment pas spécialiste de la communication ONG. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que comme dans toute communication, ce qui est assez important, c'est d'activer la fibre émotionnelle des gens à qui vous vous adressez et de montrer que vous êtes en première ligne. Les gens, ils ont besoin de concret. Ce que je ferai, c'est pas une façon, je crois, putassière de faire de la com, mais c'est une vidéo en vous mettant en scène, de montrer le terrain, de montrer l'hôpital, de montrer les gens qui aident, de montrer des sourires, de montrer des visages. Voilà, c'est des règles extrêmement basiques, mais voici comment je le ferai. Donc, pensez aux outils vidéo, pensez à des moments d'échange avec les gens, pensez à valoriser des témoignages de gens que les petits doudous ont aidés.
Voilà, c'est autant de choses qui vont, je crois, favoriser les dons. Ouais. C'est ce que l'on fait habituellement. On a fait plusieurs campagnes de crowdfunding et on utilise actuellement comme la vidéo, des témoignages, des reportages. Voilà. C'était juste pour avoir votre avis sur cette période un peu difficile. Voilà, je pas. Merci David. Je me permets du coup de prolonger la question de David pour la rattacher à un contexte qui est peut-être un peu plus général. Il y a un certain nombre de structures qui ont des besoins en financement et qui du coup envisagent l'appel aux dons pour pouvoir lancer des projets spécifiques pendant la crise ou simplement pour maintenir leur activité. Est-ce que vous avez des recommandations sur la façon de communiquer alors que notre sujet n'est pas aujourd'hui en tête d'affiche des besoins perçus en tout cas par les vaccins? Donc, les petits doudous parlent de soignants, il y a un certain canal, en tout cas certaines émotions qui sont facilement sollicitables. Si on parle de sujets qui sont potentiellement tout autres, je ne sais pas moi, quartier politique de la ville, laïcité, qui sont des sujets qui sont aujourd'hui relégués au second rang, même l'écologie de manière générale. Comment s'assurer de ne pas justement solliciter l'émotion, mais une émotion plutôt négative des personnes qu'on cible? Écoute, c'est difficile pour moi d'avoir une réponse hyper assurée là-dessus. J'en reviendrai un peu au timing que je dessinais tout à l'heure, à savoir, on est encore en période où tout est très stressant et tout est très, très incertain. On ne sait toujours pas la fin du confinement. Si ton sujet il sort un peu du cadre, parce que les petits doudous, en fin de compte, on est lié au sujet puisqu'on parle des soignants, etc. Donc ça rentre dans le cadre. J'aurais tendance à dire, encore une fois avec toutes les pincettes, que si je suis sur un sujet qui n'est pas directement relié, il faut attendre un tout petit peu d'avoir une vision sur la sortie de crise pour qu'on se projette dans l'après. Le seul point que je lis, je reprends ton dernier exemple qui est l'environnement. Et ben, au final, l'environnement, c'est quasiment un sujet qui est à l'agenda aujourd'hui. Vous avez sûrement vu toutes ces cartes de la Chine qui montrent les conséquences positives sur l'environnement dans les villes qui ont été confinées, où on a montré des photos de Venise qui, sans touristes, a maintenant des eaux cristallines dans ses canaux. Donc, l'environnement est quasiment lié au truc. C'est peut-être l'exception dans la liste que tu mentionnais. Très bien. Je sais que Claire avait potentiellement une dernière question et après, je suis désolé, mais on va devoir conclure parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous était alloué. À toi, Claire. Alors, c'est une question qui nous a été remontée de nos entrepreneurs sur le terrain. Je pense que vous pouvez y répondre facilement, enfin, en tout cas, donner des recommandations. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent leurs salariés en chômage partiel. Et la question, c'est est-ce que c'est bon de communiquer sur ça auprès de l'ensemble des parties prenantes ou est-ce qu'il vaut mieux attendre pour voir combien de temps ça dure voilà. Est-ce qu'il faut être transparent sur ce sujet-là ou pas? Ok, merci de poser cette question parce qu'effectivement, on ne l'a pas couvert dans la première partie. Là encore, ça dépend de beaucoup de choses, mais il faut essayer de se dire que la priorité est la transparence avec les parties prenantes, les plus proches. Tu vois, si tu te dis, ok, j'ai une campagne en octobre sur un appel aux dons, est-ce que j'ai besoin d'informer tout de suite les gens qui m'ont donné l'année dernière? La réponse, elle est négative. Ton calendrier, il est trop loin, tu n'as pas besoin de faire ça. En revanche, si si ton asso elle est fermée, que tu as un partenaire, je sais pas moi, qui te livre des fruits et légumes, je te dis n'importe quoi, lui, il est évidemment intéressé par cette information. Il a besoin de savoir que tu es fermé parce que ça aura une conséquence sur son quotidien. Donc, je dirais qu'il faut trier les cibles, mais tes partenaires business, ou pardon, tes partenaires les plus proches, ils peuvent tout à fait comprendre, et même c'est complètement normal que tu leur dises, écoute, j'ai en tête la sécurité et la santé de mes collaborateurs, donc j'ai arrêté mon activité. On ne se verra pas jusqu'à la fin du confinement, quelque chose comme ça. Je pense là que la règle, c'est la transparence. En plus, tout le monde est confiné aujourd'hui, donc c'est pas un scoop, tu vois. J'imagine que toutes les assos sont un peu à la même enseigne là-dessus. Ça me permet aussi d'essayer de répondre à une autre question qui est la communication interne. Là, on est un peu dans la com de crise.
puisqu'il y a une conséquence sur tes collaborateurs. Donc là encore, c'est empathie, c'est une situation difficile. On analyse cette situation et factuellement on peut dire qu'elle est complètement singulière et inédite. Donc quand on dit ça, on peut faire comprendre à nos interlocuteurs que bah oui, notre réponse elle est pas parfaite, on tâtonne un peu, et c'est bien normal. Donc tu vois, on peut être tout à fait conscient enfin, les gens sont compréhensifs là-dessus. Et à tes salariés, il faut être, si jamais on a besoin de leur parler, il faut être très simple, très clair et très transparent sur les raisons qui nous motivent à faire ça. Et rappeler que bien sûr, la priorité absolue, c'est la santé des gens. Et de ne pas hésiter à faire des mises à jour quand il y a des mises à jour à faire, de les tenir régulièrement au courant des évolutions. C'est surtout dans un contexte comme celui-là où on est en perpétuelle attente chaque annonce du gouvernement, qu'est-ce qui va se passer, quelles conséquences ça va avoir pour mon entreprise, pour mon organisation. Ça crée des angoisses et des inquiétudes auprès des collaborateurs. Donc, récolter les réponses, prendre le temps aussi de répondre à des cas particuliers parce que tout ne peut pas être généralisé dans une réponse ou dans un… nous, on a l'habitude aussi de faire des Q&A, des FAQ. Voilà, donc il faut faire des mises à jour. Et il y a aussi une bienveillance de la part des collaborateurs et des managers de ne pas pouvoir avoir une réponse immédiate quand les situations sont aussi complexes qu'elles le sont aujourd'hui. Je suis désolé, je vais avoir mon rôle de clôturer cette session. Je voulais vous remercier, François et Alix, d'avoir du coup joué le jeu. On sait que c'est extrêmement compliqué d'arriver à faire des recommandations générales sur un métier comme le vôtre et par rapport à un contexte qui est très particulier, qui est celui du secteur de la solidarité. Du coup, on voulait vous remercier. Pour toutes les personnes qui veulent obtenir la présentation, n'oubliez surtout pas de nous laisser votre mail dans les commentaires parce que le chat sera enregistré et qu'on pourrait revenir après pour faire le listing de la diffusion. Entre-temps, deux canaux principaux pour prendre de l'info pendant le Covid, la boîte à outils qui est diffusée par le Move et la Make Sense TV du coup, qui recense la totalité des webinars avec deux catégories, la Make Sense TV normale et la Make Sense TV spéciale entrepreneur sur laquelle je vous invite à regarder régulièrement les webinars disponibles. Voilà. Merci. Et du coup, je vais raccrocher. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.